Bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes très heureuses avec Béatrice de vous accueillir ce soir pour cette 6e conférence organisée par Homemade. Donc je vais quand même retracer en 2 mots l'objectif de Homemade. Donc Homemade, pour ceux qui viennent pour la première fois, c'est une association qu'on a montée en début d'année dans le but d'organiser des conférences à propos de différents sujets d'actualité et d'essayer de leur donner un peu plus de profondeur et de perspective en invitant des spécialistes. Donc voilà, après avoir abordé dans les précédentes conférences notre relation au monde du numérique, après avoir aussi abordé la place de la religion dans une société laïque suite aux attentats de janvier, nous avons la joie ce soir d'ouvrir cette 6e conférence sur un thème qui nous anime tous, le travail, et le sens qu'il a encore pour nous ou pas aujourd'hui. Donc il y avait différentes manières d'aborder cette thématique et on a décidé de prendre le point de vue philosophique parce qu'il nous paraissait être une bonne manière d'être à la fois concret et plein de prise de recul par rapport au flot de l'actualité au quotidien. Merci, bonsoir à tous. Donc, pour aborder cette question, nous avons fait appel à François-Xavier Benamy. Donc, merci d'être avec nous ce soir. Pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, je vais vous présenter en quelques points. Vous pourrez compléter ou me reprendre si je fais quelques erreurs. Donc, vous êtes agrégé de philosophie, normalien à 20 ans, élu maire adjoint de Versailles à 23 ans, vous exercez au même âge les fonctions de conseiller aux études dans différents cabinets ministériels. Vous êtes l'une des figures de la mobilisation pour la famille, donnant de nombreuses conférences, signant plusieurs tribunes et intervenant dans les médias. Réélu maire adjoint en 2014, vous continuez d'enseigner en classe préparatoire et vous êtes auteur du livre « Les déshérités ou l'urgence de transmettre ». Vous participez également avec l'abbé Grosjean aux universités d'été Acteurs d'avenir. Pardon, je me trompe alors que j'y étais. Enfin, pour former la jeunesse aux grandes questions de l'action des chrétiens dans le monde. Et vous intervenez souvent également dans les médias pour donner un point de vue philosophique à l'actualité. Donc merci beaucoup d'être venus. Merci à vous d'être venus pour la conférence. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à l'organiser. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Je ne sais pas si je m'assieds au bon endroit. Oui, c'est bon. Merveilleux. Merci beaucoup de votre invitation. C'est vraiment une grande joie d'être parmi vous pour parler de cette belle question du travail. Alors, avant de commencer, peut-être il me faut préciser un élément de contexte dont je partirai dans ma réflexion, qui est que entre le moment où j'ai accepté cette conférence et le moment où je suis arrivé aujourd'hui, le sujet avait changé. Et donc ça m'a donné du travail supplémentaire quand j'ai découvert la question, puisque j'avais retenu, peut-être c'est une erreur de ma part, mais j'avais retenu la question de savoir si le travail avait un sens, et je vois que la question a pris un tour plus contingent. Le travail a-t-il encore un sens pour nos contemporains ? Et donc peut-être commençons par ces éléments de contexte que j'ai tenté de rassembler à la hâte tout à l'heure dans le TGV. Nous pouvons dire donc, c'est vrai que le travail semble avoir perdu de son sens pour nos contemporains, et que nous semblons assister à une perte du sens du travail, dont j'ai essayé de dégager quelques raisons conjoncturelles. D'abord, c'est vrai que la première chose à dire, dans ma ville, je m'occupe des questions d'emploi, c'est que le travail devient rare aujourd'hui, et que la rareté du travail sur le marché de l'emploi fait que ce dernier se trouve renforcé dans son caractère de contrainte. On choisit moins son travail quand il y a moins de travail disponible, quand trouver un travail est Quand trouver un travail est déjà en soi un objectif, on a tendance à moins choisir son travail. Et ceci est vrai, évidemment, de ceux qui s'engagent dans la vie professionnelle, de ceux qui se reclassent dans leur parcours professionnel. Mais ceci est vrai aussi même des étudiants. Je suis très frappé comme enseignant de voir beaucoup d'étudiants qui, plutôt que de se poser la question de trouver un travail qui ait un sens et qui leur permette de s'accomplir ou de proposer à la société de demain le meilleur de leur talent singulièrement, frappé de voir tant d'étudiants qui tentent de
de ne choisir leur parcours de formation et leur parcours professionnel qu'en obéissant à des logiques de prudence parfaitement compréhensibles aujourd'hui, mais qui du coup effectivement les poussent vers des métiers qui peut-être ont moins de sens pour eux, qui ont moins de signification, mais simplement parce que là il y a du travail et que donc on pourra travailler. Et ceci est vrai, je crois vraiment, dès l'âge scolaire, dès l'enfance. J'espère qu'aucun étudiant qui arrive à l'EMD n'est habité par cette espèce d'angoisse qui fait qu'on se dirige vers un métier sans trop savoir pourquoi, mais simplement parce qu'on espère pouvoir y gagner sa vie. Quand le travail devient rare, c'est vrai que forcément, il perd un peu de son sens parce qu'il ne nous apparaît plus que comme une contrainte. Et de fait, deuxième raison, le travail qui apparaît comme une contrainte se trouve méprisé. C'est aussi un point qui est très frappant dans la société contemporaine, c'est de voir à quel point on méprise le travail et à quel point, notamment parfois dans la jeune génération, le travail est un objet de mépris. Tout ce qui nous rappelle au caractère pénible du travail et tous les métiers notamment qui nous rappellent de manière plus visible à l'idée que le travail est pénible, tous ces métiers-là se trouvent méprisés. On regarde généralement le travail comme une forme de catastrophe qu'il faudrait éviter le plus possible. Bien des recruteurs, là aussi je le vois en rencontrant les entreprises dans ma ville, bien des recruteurs se plaignent que les candidats viennent à des entretiens d'embauche en demandant combien ils auront de jours de vacances plutôt qu'en demandant quel est le propre de l'activité de l'entreprise à laquelle ils se présentent. On regarde le travail comme quelque chose de pénible et on finit donc d'une certaine façon par le mépriser, et notamment tous ces métiers qui nous rappellent de manière peut-être plus visible le caractère difficile du travail. C'est le grand paradoxe de ce point de vue-là, d'un marché de l'emploi aujourd'hui qui compte des millions de chômeurs et en même temps des millions de postes à pourvoir. Il y a aujourd'hui des millions de postes à pourvoir dans notre pays qui ne sont pas pourvus. Il y a des entreprises qui recherchent et qui cherchent à recruter, et il y a en même temps des millions de personnes qui préfèrent, peut-être à cause de ce mépris qui ne vient pas des individus mais qui vient d'un certain climat social, je crois, préfèrent encore ne pas travailler plutôt que de subir cette pénibilité qui est devenu l'unique vocable sous lequel on décrit le travail. Et puis un dernier élément que je voudrais signaler, c'est le mépris qui pèse aujourd'hui sur le produit du travail. Le produit du travail est devenu méprisable, et ceci est lié à la mutation de l'économie en général. Notre économie est en train d'évoluer, elle a connu une grande évolution, et cette évolution est le fait qu'elle trouve son centre de gravité dans la consommation. Ceci nous est décrit de manière très belle par un économiste qui s'appelle Radkowski, qui est un économiste polonais, qui était en même temps philosophe, qui est l'auteur d'une œuvre trop peu travaillée aujourd'hui, mais tout à fait passionnante. Autour des années 80, Radkowski a notamment écrit un très beau livre qui s'appelle Les Jeux du désir, que je recommande à tous ceux qui se destinent à la vie de l'entreprise plus tard. Dans cet ouvrage, Radkowski évoque cette mutation de l'économie qui fait que l'économie trouve son centre de gravité dans la consommation. C'est d'ailleurs au moment où les produits sont consommés qu'ils sont valorisés. On mesure le produit industriel d'un pays au moment où les produits qu'il construit sont valorisés, c'est-à-dire au moment où ils sont consommés. Nous sommes devenus des consommateurs et les acteurs économiques fondamentaux de notre système actuel sont les consommateurs. Or, la consommation est un acte de destruction. C'est quand le produit est détruit qu'il est valorisé. Et cette mutation de l'économie, cette mutation profonde de notre économie, en fait, aboutit à ce qu'on pourrait appeler une anti-économie. Le propre de l'économie, notamment, normalement, c'est de protéger, de préserver, d'économiser, de faire en sorte que ce que l'on a acquis se conserve dans le temps, d'éviter d'user, d'éviter d'abîmer, d'entretenir, de réparer. Et vous voyez bien que la société de consommation obéit à une logique complètement inverse. Il ne s'agit plus d'économiser, mais de détruire, car c'est dans l'acte de la destruction que le produit est valorisé. Et dans cette société contemporaine, protéger, préserver, entretenir, conserver, réparer sont des actes qui n'obéissent plus à aucune logique économique. Vous avez tous entendu parler du débat autour de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire le phénomène qui consiste à produire des objets pour qu'ils soient rapidement hors d'usage, afin que le consommateur en rachète de nouveau. Mais l'obsolescence programmée n'est pas simplement une pratique illégitime et aujourd'hui illégale de certains industriels. L'obsolescence programmée, c'est le propre de tous les produits qui sortent aujourd'hui dans la société industrielle, et notamment des produits qui sont liés à cette industrie du numérique. Prenez par exemple ce petit objet. Cet objet qui est un téléphone portable, vous en avez tous un sur vous, j'en suis sûr. Eh bien, cet objet, vous voyez, le protéger ou le préserver n'aurait aucun sens. Cet objet, si vous l'achetez, alors, ceci par exemple, vous l'achetez neuf, ça, je sais pas, ça doit vous coûter 700 €. Si vous l'achetez et que vous le mettez dans un coffre-fort, en disant je vais le garder soigneusement
Je vais surtout ne pas l'user, le protéger, le préserver. Dans 2 ans, même si vous n'en avez jamais fait le moindre usage, il aura perdu les 2/3 de sa valeur. En fait, en réalité, c'est une économie qui fait perdre de sa valeur au produit de notre travail. L'idée du travail bien fait, l'idée du produit bien réalisé, qui va durer, qui va se conserver dans le temps, cette idée-là, nous l'avons perdue. Et donc, nous méprisons le travail en ce sens que nous avons appris à mépriser le produit du travail. J'ai été la semaine dernière chez un fromager pour acheter du fromage pour faire une fondue, parce qu'il faisait très froid. Et donc, on achète du fromage pour faire une fondue, et le fromager nous sort une magnifique machine à découper le fromage. Il dit, cette machine, c'est mon père qui l'a achetée. Elle a 70 ans. Regardez comme elle est belle. Et c'était une belle machine. Il dit, aujourd'hui, l'entreprise qui produit ces machines fabrique la même machine. La seule différence, c'est qu'on ne peut plus la dévisser parce qu'on ne peut plus la réparer. Si elle tombe en panne, vous devrez la changer. Eh bien, toute la mutation de l'économie se trouve ici. Au lieu de faire des belles machines qui durent longtemps, eh bien, on fait des machines qui vont rapidement s'user et qui, même si elles ne s'usent pas, de toute façon, auront rapidement perdu de leur valeur, il est donc de fait totalement inutile de les conserver, de les entretenir, et par conséquent, il est tout aussi inutile de mettre son honneur, de mettre son orgueil et sa fierté dans le fait de réaliser un travail bien fait, dans le fait de produire un beau produit qui dure, qui s'entretienne et qui se garde longtemps. Même si évidemment il y a des exceptions à la règle, on voit bien qu'il y a un mépris du travail dès le regard que nous portons sur le produit du travail et qui lui-même semble avoir perdu de sa valeur. De fait, si tous les produits sont faits pour être détruits, si le produit du travail est valorisé quand il est détruit, alors le travail devient absurde. Le fait de travailler tout travail ressemble au travail de Sisyphe qui porte son rocher en haut de la montagne pour qu'il redescende immédiatement. Vous produisez des téléphones pour qu'ils perdent de leur valeur et demain vous produirez de nouveaux téléphones qu'on présentera comme la dernière innovation, le dernier grand cri, mais qui 2 ans après seront complètement dépassés et obsolètes. Et par conséquent, le travail que vous faites en produisant un téléphone ne peut plus vous valoir une grande fierté. En tous les cas, cette fierté semble avoir perdu un peu de son sens. Le travail semble devenu quelque chose d'absurde. Et l'effort que requiert le travail semble avoir perdu de son sens dans le fait que cette transitivité vers le produit elle-même semble avoir disparu. Car de fait, le travail est pénible. Le travail requiert un effort. Tout travail est pénible. Le travail a-t-il un sens donc ? Eh bien, on pourrait dire que non, le travail n'a aucun sens. Et peut-être c'est l'état d'esprit contemporain que nous partageons. Et si je devais répondre à la question singulière que vous m'avez posée, le travail a-t-il encore un sens pour nos contemporains ? Peut-être de manière un peu rapide, pourrions-nous commencer par ce diagnostic un peu provoquant. Le travail, non, n'a aucun sens pour nos contemporains. Le travail n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est ce que l'on fait quand le travail est fini. Quand le travail est terminé, on peut faire quelque chose qui a du sens, quelque chose qui nous plaît, quelque chose dans lequel on s'accomplit. Quand le travail est fini, ce que l'on fait a du sens, ce qui est permis par le travail peut-être, mais le travail en lui-même n'a aucun sens sinon d'aboutir à la vraie vie. La vraie vie n'est pas dans le travail, la vraie vie est ailleurs. La vraie vie, elle est de manière très ironique sur tous les couloirs de métro que vous traversez pour aller au travail. Et sur les couloirs du métro, vous voyez les plages lointaines, vous voyez les prochains films que vous allez voir, les pays que vous allez visiter, les divertissements extraordinaires que vous allez vivre et même les aventures extra-conjugales que la société consumériste vous promet. Bref, la vraie vie est ailleurs, elle est dans tout ce que vous ferez après votre travail, tout ce qui vous est promis par le travail comme une condition, toutes ces aventures, ces divertissements, ces moments d'intensité qui font que la vraie vie n'est pas dans le travail mais en dehors de lui. Le travail est une malédiction et la vraie vie consiste à échapper au travail. La vraie vie se trouve dans les loisirs, dans le temps libre et dans cette liberté que vous recouvrez dans le temps libre et qui vous permet de faire quelque chose qui a du sens pour vous. Mais le travail lui-même est une malédiction fondamentale et la vraie vie consiste à lui échapper. Alors sortons peut-être d'un regard trop conjoncturel et nous pouvons constater que, en fait, le fait de considérer le travail comme une malédiction n'a rien d'une situation qui serait liée uniquement à notre époque. Que le travail est une malédiction, c'est ce qui nous est rappelé dès le livre de la Genèse. Dans la Genèse, on décrit le travail comme une conséquence. La Bible décrit le travail comme une conséquence de la chute. Le travail, comme la mort, est une conséquence du péché originel, une conséquence de cette malédiction qui pèse sur les hommes. Et de fait, le travail a partie liée avec la mort. Parce que le travail use, le travail fatigue, le travail épuise. Le propre du travail, c'est que c'est fatigant, c'est pénible. C'est ça qui caractérise le travail. J'en ai d'ailleurs un souvenir assez cuisant à titre personnel, puisque quand je passais les oraux de l'ENS, il y a quelques années de cela, j'étais tombé sur un très beau sujet de philosophie qui était « La pensée est-elle une activité assimilable à un travail ?»
Et j'ai eu une mauvaise note parce que j'avais tout simplement oublié de considérer que le propre d'un travail, c'est que c'est fatigant. Et que le jury m'a reproché, à très juste titre d'ailleurs, de n'avoir jamais envisagé la question de savoir si l'activité intellectuelle est fatigante. En tous les cas, le propre du travail, la caractéristique fondamentale du travail, c'est que c'est fatigant. Le travail use, le travail fatigue, le travail épuise. Le travail est pénible. Et donc, le travail nous relie d'une certaine façon à notre condition de mortel. Le travail nous rapproche toujours plus ou moins vite de la tombe. Le repos entretient, dans le repos, on refait ses forces, dans le travail, on se détruit, ou en tous les cas, dans le travail, on détruit quelque chose de soi, de son énergie, de sa vitalité, de sa propre vie. Et nous sommes nés tous dans ce monde marqué par la tragique nécessité du travail. C'est là ce que toutes les traditions intellectuelles, philosophiques, spirituelles, religieuses ont tenté d'apprivoiser. Nous naissons dans un monde qui est marqué par cette nécessité tragique du travail. La Genèse le dit avec ces mots, la Genèse le dit avec les mots de la religion, mais nous le voyons aussi dans beaucoup d'autres traditions intellectuelles. Et par exemple, dans la mythologie grecque nous décrit elle aussi le travail comme une malédiction infligée aux hommes. Vous connaissez peut-être le mythe de Prométhée. Le mythe de Prométhée, qui est un mythe fondateur, nous raconte l'origine de cet univers dans lequel nous naissons. Et l'origine de cet univers est liée à la création par les dieux d'un monde dans lequel des créatures multiples vont et viennent. Ces créatures, elles ont été formées par les dieux, et les dieux ont chargé deux frères, Prométhée et Épiméthée, de donner à toutes les créatures de la terre une faculté, un atout, pourrait-on dire, une compétence, une arme particulière pour prendre sa place dans ce monde. Alors Épiméthée se charge de la distribution, c'est comme des cartes, c'est comme des atouts, de ces distributions des caractéristiques propres à chaque espèce. Alors il y a des animaux auxquels il donne la fourrure, il y en a d'autres auxquels il donne des crocs, d'autres auxquels il donne des défenses, d'autres auxquels il donne des nageoires, la capacité de nager dans l'eau. Voilà, chaque espèce sur la Terre a une faculté qui lui est propre et qui lui permet de trouver sa place dans l'univers, qui lui permet de s'intégrer à son milieu. Mais Épiméthée, c'est le propre de son personnage, il est étourdi. Il a mal calculé Épiméthée et il a oublié une espèce. Et qui arrive en dernier? Les humains. Et quand arrive le tour des humains, Épiméthée n'a rien à leur donner. Plus rien. Ni serre, ni griffe, ni dents, ni défense, ni crocs, ni pelisse, ni fourrure, rien du tout. Les hommes sont littéralement tout nus. L'homme est le seul être dans l'univers qui soit nu et qui soit conscient qu'il est nu. Il est, c'est-à-dire non pas simplement nu au sens physique du terme, mais il est abandonné dans sa nudité, dépourvu d'un moyen immédiat et naturel de s'intégrer dans le monde qui est le sien, de s'insérer dans ce milieu et dans la chaîne des espèces. L'homme est abandonné, il est jeté dans ce monde, privé de tout moyen spécifique de défense. Et alors le frère d'Épiméthée, Prométhée, qui est un homme audacieux et généreux, décide de faire un geste un peu fou pour sortir les hommes de la situation catastrophique dans laquelle ils se trouvent. Parce que les hommes sont dans une situation catastrophique. Allez vous promener tout seul dans la nature, sans rien, sans aucune forme de culture, sans aucun moyen de défense, eh bien vous êtes sûr d'une mort certaine et immédiate. Et donc les hommes sont dans une situation catastrophique. Alors Prométhée entreprend un geste un peu fou, il va chez les dieux dans l'Olympe et il vole aux dieux le feu et les arts. Pour le dire autrement, il vole aux dieux la technique, le savoir-faire, la capacité de travailler la terre. Par le travail, les hommes ressemblent un peu à Dieu. Le Dieu grec n'est pas du tout le Dieu chrétien qui crée à partir de rien. Le Dieu grec est un démiurge, c'est un fabricateur, c'est un bricoleur. Il prend des éléments du monde et il compose des choses avec ces éléments. Eh bien, par le travail, nous sommes nous aussi capables de devenir un peu créateurs du monde. Par le travail, nous transformons le monde autour de nous. Nous le bricolons, nous le réagençons, nous le déplaçons, nous le modifions, nous perturbons le monde dans lequel nous sommes placés. Par le travail, nous ressemblons un peu à des dieux. Et tenez d'ailleurs, l'extraordinaire capacité de notre technique contemporaine nous fait devenir comme des dieux, c'est-à-dire capables peut-être de détruire la terre, avec l'extraordinaire puissance de la technique que nous avons accumulée, capacité qui nous fascine et qui nous angoisse. Peut-être sommes-nous sur le point de détruire notre propre environnement par notre propre pouvoir technique, par le pouvoir de notre propre technologie, capable peut-être de détruire la Terre, capable peut-être aussi de créer la vie. Et nous sommes peut-être de ce point de vue-là dans un moment de bifurcation où le travail humain semble atteindre une efficacité
tel qu'il n'en avait jamais eu jusque-là. L'homme est peut-être sur le point de détruire le monde dans lequel il vit. Il est peut-être aussi sur le point de créer la vie, de percer le mystère de la vie. Et là encore, cette fascination millénaire pour la possibilité que l'homme aurait de devenir à son tour créateur de sa propre vie. Nous sommes peut-être, et c'est la promesse du transhumanisme, c'est la promesse de la technologie contemporaine et des biotechnologies, nous sommes peut-être sur le point de l'accomplir. Le travail, donc, semble nous rapprocher des dieux, mais cette proximité avec les dieux a quelque chose d'angoissant. D'ailleurs, Prométhée, pour avoir volé le feu et les arts aux dieux, Prométhée, comme vous le savez, sera puni par les dieux d'une manière très sévère. Il a créé un désordre dans la nature en constituant à l'intérieur du monde cette espèce de monstre qui s'appelle l'homme, qui est dans le monde le seul être absolument nu et conscient d'être nu, mais aussi, et les deux sont liés, le seul capable de travailler et obligé de travailler pour survivre. Le propre de l'homme, c'est qu'il a besoin de travailler pour vivre. Nous sommes nés dans ce monde qui est marqué par la tragique nécessité du travail. L'homme naît dans un monde et d'une certaine façon, il doit en venir aux mains avec ce monde. La main de l'homme est aux prises avec le monde dans lequel il se trouve jeté. Et ce monde avec lequel nous sommes aux prises, ce monde avec lequel nous en venons aux mains, ce monde nous résiste. Nous usons le monde par notre main et le monde nous résiste dans cet usage. Nous usons le monde par la main et nous nous usons dans l'usage du monde. Le premier travail de l'homme, ce qui d'ailleurs manifeste la présence de l'homme, c'est la trace de son travail. Ce qui manifeste la présence de l'homme et de nos lointains ancêtres que vous voyez ici représentés, c'est le fait que l'homme produit des outils. Le silex, c'est la première trace de l'homme. Partout où il y a des outils déposés dans la terre qui portent l'histoire du monde, nous savons que là, l'homme est passé un jour. Partout où il y a des pierres taillées, ces silex qui sont les premiers signes du fait que l'homme travaille le monde, ces silex sont la première trace que nos lointains ancêtres ont déposée de leur humanité dans ce monde qu'ils traversaient. Mais regardez le geste de la main qui tient le silex. La main qui tient le silex use le monde, abîme la matière autour d'elle. Le silex est fait pour tailler, pour couper, pour découper, pour trancher, bref, pour briser les résistances du monde au sens physique de ce terme. Mais en manipulant le silex, on s'épuise, on se fatigue, on s'use soi-même, on met de sa propre énergie dans la matière inerte qui est devant nous pour la vaincre et pour la briser, et ce faisant, on se fatigue. Et on fatigue son corps et on use sa main, et pour le dire d'une manière très triviale, on attrape des ampoules. Voilà ce qu'est le travail. Le travail, c'est cette espèce de conflit entre l'homme et le monde, par lequel l'homme transforme le monde pour y trouver sa subsistance, mais par lequel aussi le monde transforme l'homme, en tous les cas l'use et l'épuise, parce que le monde nous résiste. Nous usons le monde et en usant du monde, nous nous usons nous-mêmes dans cet usage. Mais l'homme qui s'use dans cet usage du monde, c'est aussi celui qui est capable justement de se faire un monde, de faire le monde à sa main, de faire un monde qui soit à sa main. Par notre travail, il nous est donné d'habiter ce monde que nous recevons. Par notre travail, nous pouvons habiter ce monde qui nous est donné. Et de ce point de vue-là, peut-être nous pouvons retrouver le sens positif du travail, nous pouvons retrouver le sens du travail comme faculté d'habiter ce monde, retrouver le sens du travail comme intermédiaire entre nous et le monde, retrouver le sens du travail comme médiation. Le travail est fondamentalement une médiation, et c'est à partir de ce tout petit mot de médiation que je voudrais reconstruire avec vous ce soir le sens même du travail. Le travail d'abord est une médiation entre moi et le monde. Le propre de l'homme, c'est que, on pourrait dire, reprenant une expression qui certainement évoquera en vous quelques souvenirs, le propre de l'homme, c'est que pour lui, le monde ne suffit pas. Le monde ne suffit pas, c'est-à-dire le monde tel qu'il nous est donné ne nous suffit pas. Le travail, de ce point de vue-là, introduit une rupture avec l'ordre naturel du monde, avec l'ordre naturel des choses, le cours naturel des choses. Les animaux sont des êtres naturels. Et les animaux, de ce point de vue-là, s'intègrent de manière parfaite, de manière spontanée, pourrait-on dire, à cet ordre naturel. Ils ne le perturbent pas, ils ne le dérangent pas, ils y trouvent leur place. D'une manière d'ailleurs qui pour nous est enviable. L'animal sait immédiatement s'orienter dans le monde, il trouve sa place dans le monde, il trouve sa place dans la chaîne alimentaire. L'animal, de ce point de vue-là, ne contrarie pas le cours naturel des choses. Il n'en va pas du tout de même pour l'homme. L'homme ne se résigne pas au monde tel qu'il nous est donné.
le monde ne nous suffit pas. Et de ce point de vue-là, donc, le travail introduit une rupture avec l'ordre naturel. Il ne nous suffit pas d'habiter dans des grottes. Et si nos lointains ancêtres ont commencé par vivre dans des grottes, déjà ils les ont faites à leurs mains, ils ont peint sur ces grottes et nous voyons la trace de leur présence dans le fait que déjà ils ont humanisé ces lieux dans lesquels ils vivaient. Mais très rapidement, l'homme émigre de la caverne pour sortir à l'air libre et construire dans le monde sa maison. Le propre de la maison, c'est justement qu'elle n'est pas naturelle. Les animaux ont des abris, des tanières, des terriers, et dans la terre, sur la terre, dans l'eau, dans les airs, ils trouvent leur lieu naturel. L'homme, lui, institue sa maison, il l'édifie, il la construit. Il ne se contente pas de ce que la nature peut lui fournir d'abri. L'homme ne veut pas simplement s'abriter, il veut habiter. Dans le monde, nous ne cherchons pas seulement à nous abriter dans des cavernes ou dans des grottes, mais nous voulons habiter. Et notre maison est tout autre chose qu'un abri naturel. Elle est une construction, elle est le résultat de notre projet. Nous projetons la maison et nous la construisons pour répondre à notre désir d'habiter dans ce monde. Le travail introduit donc une rupture avec l'ordre naturel. Le travail introduit une rupture avec le cours naturel des choses, et même une rupture avec la logique la plus naturelle, la logique la plus animale, avec la logique du besoin, avec la logique de l'instinct. Que dit l'instinct ? L'instinct dit « il y a un fruit, il faut le manger ». L'instinct dit « il faut satisfaire le besoin ». Mais le travail consiste à repousser la satisfaction des besoins. Que fait l'agriculteur ? L'agriculteur mange une partie du produit de son travail, mais pas tout le produit de son travail. Il met une partie du produit de son travail de côté. Une partie de la production ne sera pas consommée. Il la garde, l'agriculteur, pour pouvoir demain la planter. Le travail nous fait sortir de la logique du besoin. On garde des grains de côté pour les planter l'année prochaine. Et même s'il faut se serrer la ceinture, et même s'il y a des jours où il faudra ne pas manger, on garde des grains de côté. Le travail nous fait sortir de la logique habituelle du besoin. Vous êtes ici, par exemple, vous êtes étudiant. La vie étudiante correspond exactement à cette perspective totalement contre nature. Vous êtes étudiant, ça veut dire que vous prenez un temps dans votre vie pour non pas gagner votre vie, non pas aller vers la satisfaction de vos besoins, mais suspendre pour un temps cette logique de la satisfaction et dans un moment de gratuité, ou en tous les cas dans un moment où la satisfaction du besoin est repoussée à plus tard, prendre le temps de vous y préparer. Vous travaillez pour demain pouvoir gagner de quoi satisfaire vos besoins. Mais aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure avec l'un d'entre vous qui me permettait de faire un petit tour pour respirer sur le Vieux-Port. Il me disait, on ne peut pas faire de bateau parce qu'on est étudiant, on n'a pas d'argent pour ça. Aujourd'hui, vous acceptez dans l'ascèse de la vie étudiante, ascèse que j'espère malgré tout toute relative, mais surtout, il faut quand même prendre le temps de faire de la voile, parce que ça, pour le coup, ça n'est pas de l'ordre du superflu, mais du nécessaire. Comme le disait Pompée, vivere non est necesse, navigare necesse est. Il n'est pas nécessaire de vivre, mais il est nécessaire de naviguer. Bref, je termine là cette digression. La vie étudiante, malgré tout, recouvre une nécessaire ascèse, et il en a toujours été ainsi. Et de ce point de vue-là, le travail de l'étudiant correspond à cette perspective qui inverse la logique ordinaire du besoin pour préparer la satisfaction du désir futur. Rupture donc avec la logique naturelle, avec la logique animale. Je sors de mon abri, je sors de ma grotte pour aller construire ma maison, je me mets à découvert pour construire la maison et je sors donc de cette satisfaction immédiate pour aller vers une satisfaction médiate. Habiter le monde suppose donc de le travailler. Et de fait, le travail est une médiation de ce point de vue-là, le temps de la médiation vers une satisfaction ultérieure. Dans le temps du travail, je suspends la satisfaction immédiate du besoin et je prends ce temps médiat, je choisis ce moyen, cet intermédiaire vers le besoin futur qui s'appelle le travail. Je sors donc de la logique de l'immédiateté pour prendre le temps de la médiation. Et le travail est une médiation. Je me donne un monde humain par la médiation du travail. L'homme construit un monde humain par la médiation du travail. D'ailleurs, vous le constatez avec moi, partout désormais notre monde porte la trace du travail de l'homme. Partout notre monde porte la trace du travail des hommes. J'ai traversé aujourd'hui la France en TGV et il suffit de jeter un regard autour de soi pour voir partout la trace de la main des hommes qui a traversé le monde. Les champs et la bordure des champs,
et les plantes qui poussent dans les champs, les routes bien sûr, les routes que les hommes tracent dans le monde pour pouvoir aller d'un lieu à l'autre, les maisons, les panneaux qui donnent un sens à nos déplacements, les villes, bref, notre monde est habité par la place du travail de l'homme, par la trace du travail de l'homme, ce travail qui est une médiation en vue d'un monde vraiment humain. Une médiation aussi en vue d'une vie humaine, en vue de la vie humaine. Car si nous travaillons, c'est pour pouvoir assurer notre vie de demain, pour pouvoir assurer notre subsistance. Et le travail ne suspend pas, de ce point de vue-là, la logique de la vie. Le travail suspend la logique de l'immédiateté du besoin pour assurer la vie future, pour permettre la vie future, pour permettre la vie de demain. Et si aujourd'hui vous faites des études, c'est probablement parce que vos parents ou bien la société dans son ensemble, en tous les cas le monde des adultes, le monde des hommes, choisit de préserver la vie des hommes de demain en proposant, en préservant la possibilité même de ce temps qui s'appelle les études, de ce temps du travail qui est constitutif de la possibilité même d'une vie demain. Le travail est une condition absolue de la vie humaine. Le travail est notre condition de vie. Il n'y a pas de vie sans travail. Il n'y a pas même de survie pour l'homme sans travail. Sans travail, l'homme se trouve abandonné à cette nudité première dont nous parlions à l'instant. Sans travail, l'homme est démuni des moyens même de survivre. Encore une fois, l'animal n'a pas fondamentalement besoin de travailler, on y reviendra. L'animal n'a pas fondamentalement besoin de travailler. Son instinct le guide vers la satisfaction de son besoin, mais l'homme, lui, est dépourvu de cette immédiateté. Il est, nous dit le mythe de Prométhée, dépourvu de cette faculté naturelle qui viendrait assurer sa survie. Et pour l'homme, la survie est une condition, une question de travail. Le travail est une condition de survie, une condition de notre vie. Le travail est condition de toute vie humaine et de toute vie bonne, de toute vie accomplie, de toute vie épanouie, de toute vie authentiquement réussie. De ce point de vue-là, le travail, et je crois que nous devons profondément en retrouver le sens, le travail n'est pas source de mort, même s'il use, même s'il épuise, même s'il fatigue, le travail n'est pas source de mort, il est fondamentalement source de vie. Le travail est fondamentalement condition de vie. Depuis le travail de l'enfantement, on pourrait dire que derrière toute vie d'homme, il y a du travail, et beaucoup de travail. Depuis le travail qui nous a fait naître, depuis l'effort par lequel nous sommes nés, dans toute vie d'homme, il y a du travail. Le travail est donc notre condition de vie et la condition de toute vie humaine. Tout travail, si on y regarde bien, et c'est une chose merveilleuse de le reconsidérer ainsi, tout travail, de manière réciproque, sert la vie. Tout travail est orienté en vue de la vie, en vue de la survie, en vue de la qualité de la vie, en vue de la vie bonne. Tout travail advient dans le monde en tant qu'il sert à la vie, en tant qu'il est utile à la vie, en tant qu'il vient accomplir quelque chose de la vie des hommes, servir à la vie des hommes. Tout travail est en vue de la vie. Dans tout travail, pourrait-on dire, l'enjeu fondamental, c'est la vie. Alors bien sûr, cela nous ne le voyons plus forcément parce que des sociétés massivement tournées vers l'agriculture, nous sommes passés à des sociétés où le travail est diversifié, où le travail est beaucoup plus segmenté, où le travail est beaucoup plus parcellisé. Mais même dans ces sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, tout travail a un lien fondamental avec la vie, car sinon, ce travail disparaîtrait. Un travail qui n'a pas de lien avec la vie, avec la qualité de la vie, avec l'accomplissement de la vie, un travail qui n'a aucun lien avec la vie de près ou de loin, ce travail-là n'a plus aucune raison d'être et donc il va disparaître. Car l'homme est un être de raison. Nous ne travaillons pas dans le vide, nous ne consommons pas dans le vide, nous n'achetons pas dans le vide, nous ne vendons pas dans le vide. Tout travail répond donc à un besoin, à un désir, pour le dire autrement, à quelque chose qui vient nous aider à accomplir notre propre vie. Et un travail qui n'aurait plus aucune efficacité pour la vie des hommes, qui ne servirait plus en rien la vie des hommes, ce travail-là disparaîtrait, comme ont disparu tant de métiers qui ne servaient plus à rien à cause de l'évolution de nos savoir-faire, de la mutation de nos pratiques ou de nos conditions de vie. Le travail qui ne sert plus à rien finit par disparaître. Il n'y a plus de fiacres dans les rues de nos villes. Désormais, nous avons inventé le moteur à explosion et nous ne circulons plus dans les rues à cheval, sauf pour le divertissement ou pour le plaisir de retrouver le temps de la marche du cheval dans nos villes. Et ceci sert donc la qualité de la vie, la joie de la découverte, le plaisir de l'émerveillement. Ceci donc sert la vie. Mais sinon, encore une fois, les métiers qui ne servent à rien disparaissent un jour ou l'autre. Et il faut qu'il en soit ainsi.
car ceci nous montre bien que tout travail a un sens. Le travail qui n'a pas de sens n'existe pas ou bientôt n'existera plus. Tout travail fondamentalement a un sens ou sinon il ne dure pas. Je crois que, vous voyez, de ce point de vue-là, je voudrais faire une toute petite incise. Ce qui est tragique dans le monde contemporain, c'est que nous ayons oublié que le travail est toujours orienté en vue de la vie et en vue de la qualité, de la réussite de la vie. Ce qui est tragique, c'est que tant d'hommes et de femmes continuent de travailler sans se souvenir que leur travail a un sens. On dit souvent, et peut-être en entendez-vous parler dans votre école de management, on dit souvent que le bon manager, c'est celui qui sait donner un sens au travail de ses collaborateurs. Cette expression, je la crois profondément fausse. Le rôle du manager n'est pas de donner un sens au travail de ses collaborateurs. De toute façon, ça ne sert à rien, car si leur travail n'a pas de sens, il sera totalement illusoire d'espérer lui en donner un par la seule force de persuasion que le manager aura pu développer. Le rôle du manager n'est donc pas de donner un sens au travail de ses collaborateurs, mais de montrer à ses collaborateurs que leur travail a un sens. De faire réapparaître à leurs yeux le sens de leur travail. Ce travail, il a un sens par essence et par principe. Sinon, encore une fois, il n'existerait pas. Et donc le rôle du manager n'est pas de lui donner un sens comme s'il n'en avait pas. Comme un Dieu qui, de l'extérieur, viendrait donner du sens à l'activité des hommes. Le rôle du manager n'est pas de donner un sens au travail comme s'il n'en avait pas, mais de nous faire ressouvenir du sens de notre travail, de nous rappeler la fécondité de notre travail, de nous ramener à la signification et à l'utilité, au caractère même indispensable du travail que nous accomplissons et à la qualité qu'il apporte à la vie de ceux qu'il sert. De ce point de vue, donc, tout travail a un sens et le rôle du manager n'est pas de donner un sens au travail, mais de faire réapparaître cette signification du travail. Le travail n'est pas lié à la mort, mais bien plus à la vie. Tout travail n'existe qu'en tant qu'il peut servir la vie. De ce point de vue-là, donc, le travail n'est pas une malédiction. Je le disais à l'instant, le travail, c'est notre condition de vie. Il n'y a pas d'homme qui ne travaille pas. Il n'y a pas d'homme, en tous les cas, qui ne vive sans qu'un travail ait été la condition de son existence, sans que le travail de ceux qui l'ont précédé et le travail de tous ceux qui l'entourent ne soit la condition de sa vie et de sa qualité de vie. Le travail n'est pas une malédiction dans la vie des hommes qui viendrait par hasard ou par accident. Le travail n'est pas une malédiction. Et d'ailleurs, reprenons le texte de la Genèse que je citais tout à l'heure. La Genèse ne dit pas, comme je le disais de manière trop rapide et approximative, ce que nous avons souvent retenu, la Genèse ne dit pas que le travail est une malédiction. La Genèse ne dit pas que le travail est la malédiction qui s'ensuit de la chute. Quand l'homme commet le péché originel, Dieu ne dit pas « tu es maudit, homme, tu vas devoir travailler ». Dieu dit « tu dois tirer ton pain du sol et maudit soit le sol dont tu tireras ton pain ». C'est le sol qui est maudit par le péché des hommes. C'est le sol de la terre que travaille l'homme qui se trouve maudit par la faute des hommes. Ce n'est pas l'homme qui est maudit dans son travail. L'homme est nécessairement amené à travailler. La conséquence du péché originel dans la Genèse, ça n'est pas le travail, mais c'est la dureté du travail qui vient de cette discorde qui s'établit, de ce désaccord entre l'homme et la matière même qu'il travaille, de ce désaccord entre l'homme et le monde dans lequel il vit. Voilà la véritable malédiction. La vraie malédiction, ça n'est pas le travail, mais c'est que le travail soit rendu pénible par cette dissonance, par cette discorde, par le fait que l'homme et le monde se trouvent d'un seul coup désaccordés. Quelle que soit la cause qu'on attribue à ce désaccord originaire, nous devons reconnaître que le travail est la condition de la vie humaine et non pas sa malédiction, et que la malédiction, c'est la peine qui est attachée au travail, peut-être de manière accidentelle. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que de toute éternité, depuis que la nature humaine nous est connue, le travail est le propre de l'homme qui construit un monde humain. Le travail est le propre de l'homme. Cette expression, on l'emploie souvent de manière très abusive. On parle le propre de l'homme pour tout et n'importe quoi. Et il n'y a pas de dissertation de terminale ou de mauvaise dissertation de terminale qui ne commence par le propre de l'homme, etc., etc. Mais ici, on peut employer certainement à bon escient cette expression du propre de l'homme. De fait, comme le dit Marx, seul l'homme travaille. Au sens où le travail est d'abord un projet de réaliser quelque chose dans le monde. Et seul l'homme se lance dans le projet du travail. Seul l'homme se lance dans ce processus du travail, dans ce procès du travail. Le travail est le propre de la liberté humaine. Évidemment, les abeilles font des ruches, dit Marx, et les architectes font des maisons.
Mais la différence entre la meilleure des abeilles et le plus mauvais des architectes, c'est que même le plus mauvais des architectes, il a ceci de particulier que, avant de construire la maison, il a en tête l'idée de ce qu'il veut construire. Même le plus mauvais des architectes se distingue de la meilleure des abeilles par le fait que le travail est pour lui un projet, que la construction de la maison est pour lui un projet. Seul l'homme se lance de manière libre, d'une certaine façon, dans le projet du travail. Le travail est donc caractéristique de la liberté humaine. Le travail est caractéristique de notre capacité de nous projeter dans une œuvre qui nous soit propre, une œuvre parmi d'autres, une œuvre singulièrement. Le travail est le propre de la liberté humaine à l'image de cette main par laquelle nous travaillons. Vous connaissez peut-être l'un des premiers grands débats de la philosophie antique, le débat entre Aristote et Anaxagore. Aristote se débat avec Anaxagore pour savoir si l'homme est intelligent parce qu'il a des mains ou si l'homme a des mains parce qu'il est intelligent. En tous les cas, l'intelligence est liée profondément à la main. L'homme est intelligent parce qu'il a une main et l'homme est libre parce qu'il a une main. Ce que nous dit Aristote, c'est que c'est parce qu'il est intelligent que l'homme a des mains. Parce que pour bien utiliser d'une main, il faut avoir l'intelligence. Quel est le propre de la main par rapport à l'organe de l'animal ? C'est que la main est ouverte à une pluralité d'usages. C'est là d'ailleurs l'immense différence entre la main de l'homme et la main du singe. Le singe utilise encore sa main pour marcher, pour se déplacer sur la terre. Sa main n'est pas polyvalente, ou en tous les cas pas aussi polyvalente que ne l'est la main de l'homme, qui se caractérise par le fait que le pouce humain est opposable, que vous pouvez rétracter votre pouce complètement sur votre main. Et par conséquent que votre main peut se faire, en fait, nous dit Aristote, tout et n'importe quoi. Aristote s'élève aussi contre le mythe de Prométhée. Qu'est-ce que c'est que ces hommes qui se plaignent tout le temps ? On ne m'a pas donné de pince, on ne m'a pas donné de croc, on ne m'a pas donné de cerf, on ne m'a pas donné de défense. Je suis démuni et je suis tout nu dans le monde, je suis vraiment le moins bien loti des animaux. Aristote dit le contraire. Vous n'avez peut-être pas de cerf ou de pince ou de croc, mais vous avez tout cela à la fois. Vous avez une main qui peut se faire pince, qui peut se faire croc, qui peut serrer, qui peut prendre, qui peut tourner, qui peut toucher, et même une main qui peut construire des outils, et en construisant des outils peut devenir la totalité des armes possibles pour se défendre des dangers du monde, la totalité des moyens possibles pour trouver dans ce monde votre subsistance. La main est une formidable ouverture à la liberté, une ouverture à la polyvalence des usages, une ouverture à la pluralité des usages. Bien sûr, le crabe peut vous pincer très fort avec sa pince. Il a une pince redoutable. Mais le propre du crabe, c'est qu'il ne peut faire que pincer. Il est démuni de toute capacité d'adaptation. Quand il a autre chose à faire que pincer, le crabe est totalement inopérant. Alors que l'homme est capable de pincer, et même s'il ne pince pas assez fort avec sa main, de produire des pinces pour cela. Et s'il a besoin de faire autre chose, comme prendre, serrer, caresser, toucher, embrasser, soulever, déplacer, alors il peut faire aussi toutes ces choses. Et c'est le propre de l'homme que sa main est un organe extraordinaire d'indétermination et donc de liberté. La main est l'organe du travail en même temps que l'organe de la liberté. Nous sommes libres, non pas d'abord par notre pensée, dit Aristote, mais nous sommes libres d'abord par la main. Et si nous sommes intelligents, c'est parce que nous avons des mains et que la nature a donné à celui qui pouvait être ouvert par son intelligence à cette pluralité d'usages, l'organe qui correspond à cette ouverture à la liberté. Le travail, donc, est le propre de l'homme qui construit un monde humain. Seul l'homme travaille parce que seul l'homme est intelligent, seul l'homme forme des projets, seul l'homme se lance dans des projets. Ça ne veut pas dire que les animaux ne soient pas capables de faire des choses extraordinaires. Ils font des choses extraordinaires et qui, d'une certaine façon, d'ailleurs, dans l'immédiateté de leur instinct, nous dépassent de très loin. On va y revenir à l'instant, mais seul l'homme est capable de travailler. Paradoxalement, de ce point de vue-là, le travail est une médiation entre l'homme et le monde, mais le travail est aussi une médiation entre l'homme et lui-même. Le travail est aussi une médiation en vue d'un homme qui soit vraiment humain. Parce que en travaillant, je change le monde, et en changeant le monde, je me change moi-même. Celui qui transforme le monde est transformé par son acte. Celui qui agit sur le monde est agi d'une certaine façon par l'acte qu'il accomplit. Le travail transforme le travailleur, et pas seulement pour l'user, mais aussi pour l'accomplir. Nous sommes tous devenus ce que nous sommes aujourd'hui par le travail que nous avons fait. Et nous voyons ici apparaître le travail comme une médiation plus essentielle encore, peut-être, que le simple impératif de la survie. Il ne s'agit pas pour nous dans le travail simplement de survivre, ni même de bien vivre,
Mais il s'agit pour nous, dans le travail, de devenir ce que nous sommes, de conquérir notre nature propre, de l'accomplir authentiquement. Nous sommes tous ce que nous sommes aujourd'hui par le travail que nous avons fait depuis que nous sommes enfants, depuis notre premier travail, depuis notre premier rapport au travail. L'homme, de ce point de vue-là, se singularise dans le monde par le fait qu'il est, par nature, un être de médiation et non pas un être d'immédiateté. L'homme est un être de travail. L'homme est non seulement capable de travailler, l'homme est non seulement acteur du travail, mais aussi produit du travail en ce sens qu'il est un être de médiation. Et c'est là, encore une fois, vous voyez qu'on aura beaucoup parlé de l'animal ce soir, ce qui nous distingue le plus de l'animal. Nous tournons en fait autour de la même idée, de cette idée de médiation. L'homme est le seul dans l'univers à travailler parce qu'il est le seul à être saisi dans cette expérience de la médiation. Alors que l'animal est par nature un être d'immédiateté. Et c'est là quelque chose de tout à fait fascinant pour nous, que l'animal est un être d'immédiateté. On pourrait en prendre une infinité d'exemples possibles, mais prenons un exemple parmi bien d'autres que j'affectionne particulièrement. L'exemple du coucou gris. Vous connaissez tous le coucou. Le coucou est un animal parasite. La maman coucou ne fait pas son nid elle-même, elle pond son œuf dans le nid d'un autre oiseau. Par exemple, la petite merlette a fait son nid, et puis elle a pondu ses œufs dans son nid, et puis elle est partie chercher des brindilles ou de la nourriture. Et pendant que la petite merlette est partie, la maman coucou passe dans le nid de la petite merlette et elle pond son œuf. La petite merlette revient, elle n'a rien compris à l'histoire, de toute façon elle ne sait pas compter, et donc elle couve tous les œufs, parmi lesquels l'œuf du petit coucou. Il se trouve que le petit coucou arrive à maturité plus vite que les autres oiseaux. Alors il casse sa coquille, il sort la tête de sa coquille. Et quelle est la première chose que fait le petit coucou, à peine sorti de sa coquille? Il casse, non justement, il ne fait pas encore coucou, il casse les autres œufs autour de lui et il les jette par-dessus bord. C'est incroyable, hein? La question qui est posée est la suivante. Qui a appris au petit coucou ce qu'il devait faire pour éliminer ses concurrents dans la lutte pour la survie? Personne. Et c'est tout à fait fabuleux. C'est-à-dire que le petit coucou, immédiatement, il sait exactement ce qu'il a à faire, il sait exactement ce qu'il doit accomplir, il est mu par l'instinct qui est le propre de son espèce, et de manière immédiate, dès le moment de sa naissance, il est tout entier accompli comme un coucou parfait. Toutes les facultés qui sont le propre de son espèce, de cette espèce parasite qui est l'espèce du coucou gris, le petit coucou les possède immédiatement, sans avoir eu besoin d'éducation, sans avoir eu besoin de les travailler, sans avoir eu besoin de s'essayer, de faire l'expérience, de s'entraîner, de s'exercer. Et pourtant, c'est un geste d'une technicité assez remarquable. Casser les autres œufs autour de lui et les jeter par-dessus bord. Eh bien, le petit coucou sait exactement ce qu'il a à faire. Dès le moment de sa naissance, il est un petit coucou accompli, un petit coucou parfait. C'est tout à fait fabuleux. Les abeilles ne font pas des écoles d'architecture pour apprendre à construire des ruches. Et les araignées ne font pas des écoles d'ingénieurs pour apprendre à tisser des toiles. Pourtant, quand vous regardez une toile d'araignée, c'est un miracle d'équilibre. C'est une chose absolument fabuleuse. Et de la même façon, une ruche est probablement un miracle absolu de management. D'ailleurs, précisément, le propre de cette immédiateté animale, c'est qu'il n'y a pas de distance entre l'animal et sa propre nature, et que par conséquent, le modèle animal est un modèle d'une sorte de perfection absolue. Jamais vous ne verrez une abeille politique arriver un jour dans la ruche et dire on va faire la révolution, couper la tête à la reine et se répartir le capital commun entre ouvrières. Ça ne se produit jamais. Il n'y a pas de dérégulation dans l'expérience de la ruche. Jamais non plus vous ne verrez une ruche architecte arriver en disant mais si on faisait une ruche en gratte-ciel, ce serait quand même beaucoup plus rigolo, non, pour tester une fois un changement. Depuis qu'il y a des coucous et des merles, tenez, les coucous font le même coup aux merles et les merles se font toujours avoir par le coup du coucou. Toujours. Ça ne change jamais. Précisément, chez l'homme, il en va tout autrement. L'homme n'est pas un être d'immédiateté. Le petit bébé humain, à côté du petit coucou, il est complètement ridicule. Le petit bébé humain, il sait faire quasiment rien. Bien sûr, il y a en lui une part d'immédiateté parce que nous participons aussi de l'expérience animale. Le petit bébé humain, il sait pleurer pour dire qu'il a faim, appeler le sein de sa mère. Bon, mais à part cet instinct très, très, très primaire, il est capable de faire très peu de choses. Mais surtout, ce qui est très frappant chez le petit bébé humain, c'est que par sa nature, en tant qu'être humain, il est capable de faire des choses incroyables. Il est capable de penser, il est capable de parler, il est capable d'entrer en relation avec les autres, il est capable d'inventer, d'imaginer, de créer, il est capable d'aimer.
Mais pour accomplir toutes ces facultés qui lui appartiennent naturellement, parce qu'elles sont le propre de son espèce, pour accomplir toutes ces facultés, il aura besoin de travailler. Il aura besoin de recevoir une culture qui le précède, de l'apprendre. Il aura besoin de recevoir un langage, d'apprendre comment on parle ce langage, comment on l'écrit. Il aura besoin de s'essayer, de s'exercer à la pluralité des tâches qui lui seront proposées. Et un jour, il trouvera sa voie. Il se lancera dans une voie singulière, celle qui peut-être lui conviendra le mieux. Mais pour accomplir ses talents dans cette voie singulière, il lui faudra encore beaucoup de travail. C'est exactement ce que vous vivez ici, dans cette période étudiante. Ce que vous vivez ici, ça n'est pas du tout seulement une façon de vivre la logique de la survie ou de la vie économique la plus prospère qui soit. Ce que vous vivez ici est d'un tout autre ordre, je l'espère. Vous avez trouvé votre talent. Vous vous êtes trouvé un talent particulier pour la vie en entreprise, pour le management, pour la relation avec les autres, pour une intégration dans le système économique qui vous conduise demain peut-être à prendre des responsabilités. Et vous êtes venu ici pour cultiver votre talent. Parce que le propre de l'expérience humaine, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir naturellement des talents. Ça ne suffit pas, ça ne suffit jamais. Pour devenir vraiment ce que l'on est, pour accomplir vraiment sa propre personnalité, avec les talents singuliers qui vous ont été naturellement donnés, il vous faudra beaucoup de travail. Le travail n'est pas simplement une médiation vers notre propre survie. Le travail est une médiation vers nous-mêmes, un chemin vers nous-mêmes, vers ce que nous sommes. De fait, pour devenir vraiment humain et pour devenir vraiment nous-mêmes, nous avons besoin du travail. Nous avons besoin de recevoir une culture, un savoir-faire. Nous avons besoin de nous laisser transformer par le travail. Le travail que l'on fait nous fait. Le travail que l'on fait nous transforme. Et de fait, dans le travail que l'on fait, on se laisse soi-même travailler par l'œuvre qui nous est proposée. C'est le cas du premier de tous les travails, le travail de la main. Dans le travail de la main, on gagne un tour de main. On se fait la main, comme l'expression est belle, on se fait la main aux choses que l'on travaille. La main se fait au monde. Ce n'est pas simplement par la main que l'on transforme le monde, mais c'est par la rencontre avec le monde que la main se transforme elle-même, qu'elle acquiert une agilité particulière, un doigté. Tout cela est le résultat d'un travail. Même nos corps, vous voyez, même nos corps sont le produit de notre travail. Notre corps, avec notre agilité singulière, avec notre aisance, notre habileté, notre corps est le produit de notre propre travail. Reprenons l'exemple de la navigation. Comment devient-on bon en navigation ? Comment devient-on bon ? Mais comme dans n'importe quel métier, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en naviguant qu'on devient un bon navigateur. Parce que c'est en faisant que par le corps rentre en vous ce savoir-faire. C'est par le travail que ce savoir habite votre corps et qu'il le transforme progressivement. Ceci est vrai de l'individu, à l'échelle individuelle. Chacun d'entre nous est appelé à gagner un tour de main dans le travail qui lui sera propre. Et c'est vrai aussi de notre esprit, gagner un tour d'esprit dans la capacité de se concentrer sur un objet intellectuel. Ceci est vrai de chacun d'entre nous dans le travail qui nous est propre, mais ceci est vrai aussi de notre espèce, dans sa généralité. On pourrait dire que l'homme, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est le produit du travail de l'homme. L'homme est à la fois l'auteur du travail et le produit du travail. C'est ce que dit Engels dans une perspective strictement matérialiste, dans un petit texte magnifique qui s'appelle « Le rôle du travail dans la transformation du singe en homme ». Comment le singe est-il devenu un homme, se demande Engels. Eh bien, en travaillant. L'homme, c'est peut-être un singe, dit Engels, encore une fois dans une perspective matérialiste. L'homme est peut-être un singe, mais c'est un singe qui travaille et qui se laisse transformer par son travail. Et à l'échelle de toute notre espèce, et c'est peut-être ce qui distingue celui qui est ici de celui qui est là, même si celui qui est là a l'air passablement dépressif, on ne sait pas s'il faut beaucoup envier cette évolution, mais à l'échelle de cette transformation, c'est en fait de manière imperceptible et ténue, mais de manière malgré tout certaine que le travail a transformé le corps des hommes, que le travail a transformé par exemple la main des hommes. Les hommes ont commencé par faire des silex. Ensuite, ils ont fait des outils et ils ont appris à travers ces outils, à travers leur propre travail, à faire des gestes d'une finesse de plus en plus grande, à faire des gestes d'une précision de plus en plus importante. Et à la fin de toute cette évolution, à la fin de tout ce travail opéré par les générations humaines depuis des millénaires, se produit, nous dit Engels, qui pourtant est un marxiste matérialiste, se produit un miracle, la main d'un artiste, la main d'un pianiste, la main d'un peintre. La main de Michel-Ange de Paganini, la main humaine, capable précisément de constituer dans le monde une trace singulière,
la trace de ce que l'humain produit de plus singulier. De fait, le travail nous humanise, c'est le travail qui nous rend humains, aussi bien, encore une fois, à l'échelle de l'individu qu'à l'échelle de l'espèce. Et du coup, il semble décisif de réapprendre à regarder le travail, de réapprendre à respecter le travail, indépendamment même de son produit, indépendamment même de ce que le travail produit, de la valeur que le travail crée. Le travail a une valeur en tant que nous sommes nous-mêmes les produits du travail, indépendamment même donc de ce que nous faisons dans notre travail. Le travail est un temps précieux parce que c'est dans le travail que l'on s'accomplit. Pas que dans le travail, mais aussi et peut-être d'abord dans le travail que l'on s'accomplit comme être humain. Vous connaissez tous cette fable de La Fontaine, magnifique fable de La Fontaine, qui raconte l'histoire d'un vieux paysan qui lègue un champ à ses enfants en leur disant « il y a un trésor caché dessous ». Les enfants creusent la terre dans tous les sens, retournent la terre. Une fois que le vieux paysan est mort, ils retournent la terre dans tous les sens, ils labourent, ils creusent, ils déterrent le champ entier à coups de pelle et en fait ne trouvent absolument rien et finissent par comprendre au terme de tout cet effort épouvantable qu'en réalité, le message que leur père leur laissait, c'est que le travail lui-même est un trésor. C'est le travail qui est un trésor. Non pas simplement donc ce que le travail produit, non pas simplement le trésor que l'on trouve caché dans le champ, non pas simplement ce qui pousse dans le champ, mais le fait même de travailler le champ, ce phénomène est un trésor. Et c'est la raison pour laquelle, pardonnez-moi cette petite parenthèse, c'est la raison pour laquelle la situation économique contemporaine est une tragédie absolue. Ça n'est pas simplement une catastrophe économique, le chômage. Ça n'est pas simplement un problème économique. C'est une catastrophe qui nous touche dans notre humanité, dans ce qu'elle a de plus profond, qui nous touche dans notre personnalité, qui nous touche dans ce que nous sommes et non pas simplement dans ce que nous faisons. Parce que nous avons besoin de travailler pour pouvoir nous accomplir nous-mêmes. Et tous ceux qui ont connu l'expérience du chômage, tous ceux qui ont été privés de la possibilité même de travailler, savent l'intensité de cette épreuve et le fait que précisément c'est de nous dont il est question dans le travail dont on nous prive. Il faut donc réapprendre à respecter le travail indépendamment de son produit, comme un temps où l'on s'accomplit. Réapprendre, un deuxième élément que je voudrais signaler, réapprendre à respecter de ce point de vue-là toutes les formes du travail. Toutes les formes du travail. Quel scandale, là encore, que nous en soyons venus à mépriser certaines formes de travail. Et notamment, vous l'avez compris, par exemple, que nous en soyons venus à considérer que le travail manuel était inférieur, ou en tous les cas qu'il ne méritait pas d'être considéré, qu'il ne méritait pas d'être estimé. Vous voyez bien que le travail de l'homme commence par la main, et que la dignité de l'homme commence peut-être par la main, que l'homme laisse dans le monde une trace d'abord par sa main, et que c'est toujours par la main que l'homme transforme le monde et qu'il se change lui-même. Respecter toutes les formes de travail, respecter le travail indépendamment de son produit, respecter toutes les formes du travail, indépendamment même de son caractère productif au sens social de ce terme. Et c'est le dernier élément que je voudrais citer, il me semble urgent de réapprendre à respecter le travail indépendamment de son caractère productif au sein du système économique, de son caractère directement productif au sein du système économique. Réapprendre à respecter le travail sous toutes ses formes, y compris le travail qui n'est pas salarié, y compris le travail qui ne produit pas de la valeur marchande. Respecter, par exemple, je ne sais pas, le travail bénévole. Respecter le travail qui se fait en dehors du champ économique à proprement parler. Respecter le travail tout simple de l'éducation, qui est peut-être le premier de tous les travails. Le travail des parents, le travail de tous ceux qui prennent en charge pour les générations qui viennent ce silencieux effort de l'éducation, d'où vient précisément toute vie humaine à venir. Respecter toutes les formes de travail et non plus céder à cette espèce d'hypertrophie du travail qui n'est valorisé que dans ce qu'il produit économiquement, qui n'est valorisé que par la rémunération qu'il engendre. Respecter le travail en tant que tel, dans le temps même du travail, dans l'efficacité même du travail, en ce sens que le travail est ce dans quoi on s'accomplit, indépendamment même de son produit. Je conclus donc par là. Le travail, je crois, peut retrouver son sens. Ou plus exactement, nous pouvons retrouver le sens du travail. Le travail peut retrouver son sens. Il peut redevenir humain, mais à une seule condition, si nous savons redécouvrir le travail comme une médiation nécessaire. Comme une médiation nécessaire. Toutes les pathologies du travail, me semble-t-il, toutes les pathologies du monde du travail viennent du fait que l'on oublie le travail comme médiation nécessaire.
soit qu'on oublie qu'elle est nécessaire, cette médiation, et qu'on considère par conséquent le travail comme quelque chose dont on pourrait se dispenser pour devenir soi-même et vivre vraiment, soit qu'on oublie qu'elle est nécessaire, soit quand on oublie que le travail n'est qu'une médiation, que le travail n'est qu'un moyen, que le travail n'est pas une fin. Le grand paradoxe, c'est que toutes les pathologies du travail finissent par se rejoindre, et peut-être dans la société contemporaine, nous le voyons singulièrement bien. Oublier le caractère nécessaire de cette médiation qu'est le travail, c'est valoriser à l'excès le divertissement, comme ce dans quoi s'accomplit la vie humaine. Et paradoxalement, dans cette société contemporaine qui valorise à l'excès le divertissement, le travail est peut-être devenu le plus grand des divertissements, au sens pascalien du terme. On ne travaille plus pour créer quelque chose, pour engendrer une œuvre qui demeure. On ne travaille plus précisément comme dans une médiation vers une fin dans laquelle le travail trouve son accomplissement, mais on finit par travailler par travailler pour s'étourdir, par travailler pour s'abrutir. C'est là ce que disait Pascal. Quand on regarde les hommes qui se fatiguent sans cesse et qui fuient sans cesse le repos, qui ne peuvent pas tenir en repos un quart d'heure dans leur chambre, on se dit les pauvres, ils doivent être très fatigués. Mais en fait, quand on y regarde de plus près, on se rend compte que c'est exactement ça que les hommes cherchent. Ils cherchent dans le travail, et c'est là une pathologie et une source de souffrance. Ils cherchent peut-être d'abord un divertissement, une activité qui devient activisme, qui perd le sens du travail comme moyen en vue d'une fin. Et du coup, le travail ne s'arrête jamais, il n'a plus de limite et il prend une forme de toute puissance sur nos vies. Il n'est plus ce dans quoi nos vies s'humanisent, ce dans quoi le monde devient plus humain, mais il devient la totalité de notre vie, la totalité de notre monde, et de ce point de vue-là, il devient, c'est vrai, inhumain. D'une certaine façon, je conclurai par là, je dirais qu'on retrouvera le sens du travail quand on aura aussi retrouvé le sens du repos. On retrouvera le sens du travail quand on retrouvera le sens du repos. On redeviendra investi dans le negotium, comme le disaient les latins, quand on aura retrouvé le sens de l'otium. Et vous voyez comment la société contemporaine est très paradoxale de ce point de vue-là. Le negotium, c'est le commerce, c'est le marchandage, c'est le travail, et l'otium, c'est le loisir, c'est la gratuité du temps libre. De ce point de vue-là, nous vivons dans une société qui est au cœur de ce paradoxe que je signalais. Nous n'avons jamais autant exalté le divertissement, les loisirs, et il est commun de considérer que nous vivons dans la société des loisirs, dans la société de consommation. Et en même temps, nous avons perdu le sens du divertissement, nous avons perdu le sens du repos, nous avons perdu le sens du loisir, le sens du temps vraiment libre. Et nous avons donné la totalité de nos vies au travail. Et jamais sans doute nous n'avons été aussi préoccupés, aussi absorbés, aussi enveloppés dans notre propre travail. Nous avons perdu le sens du repos, comme en témoigne par exemple le débat sur le travail du dimanche. Nous avons perdu le sens de la nécessité du temps du repos. Et nous passons notre temps à nous plaindre que les salariés ne sont pas assez investis dans leur travail, en même temps que nous passons notre temps à vouloir donner tout notre temps au travail. Je crois que nous retrouverons le sens du travail quand nous aurons retrouvé le sens du repos. Quand nous aurons retrouvé le sens de cette alternance qui est en fait la sagesse entre le travail et le repos, c'est-à-dire le sens du travail comme moyen en vue d'une fin, comme médiation en vue d'un but, en vue d'un monde plus humain, quand nous aurons retrouvé cette sagesse d'un travail authentiquement humain. Merci infiniment pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, on va laisser un petit moment pour que vous puissiez poser vos questions. Vous pouvez lever la main si vous avez une question. Je vous ai complètement assommé. Ah mais c'est une très belle question, le loisir. Peut-être c'est une suggestion pour l'association Homemade, une prochaine conférence sur le loisir et la société des loisirs. Je suis en retraite, mais j'ai toujours été confronté à l'évolution du travail entre la rapidité avec laquelle on doit de plus en plus agir. C'est-à-dire que la réflexion est nécessaire à un bon travail. Et plus on est dans cette société-là, plus il y a un temps de réaction
nécessaire qui devient de plus en plus court. Et c'est aussi certainement une des difficultés que la jeunesse doit affronter aujourd'hui. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est très frappant d'ailleurs de voir comment cela se déploie au niveau même de l'organisation économique. Certainement, vous seriez beaucoup plus compétent que moi pour en parler dans cette salle, mais au niveau même du management, je pense que ceci pose un problème. Nous vivons dans la société de l'immédiateté. Et le numérique, d'une certaine façon, accomplit notre fascination pour l'immédiateté. Et dans une société de l'immédiateté, il devient impossible de travailler, parce que le travail est une médiation. Jamais nous n'avons eu autant d'outils pour travailler, et jamais peut-être le travail n'a été aussi difficile jusque dans les entreprises. Prenons par exemple le problème que pose pour les entreprises l'invasion du mail, qui justement constitue, dans l'immédiateté qu'il occasionne, un frein permanent au temps même du travail. Le travail prend du temps parce que le travail est médiation, c'est-à-dire effort en vue d'un but. Et dans une société de l'immédiateté, le travail est profondément remis en question dans sa nature même. Et ceci donc constitue, nous le voyons bien, un défi considérable, y compris à l'intérieur de l'entreprise, y compris d'une manière très concrète. Oui, bonsoir. J'enseigne l'économie à l'école. Et j'ai toujours du mal à discuter avec les philosophes sur ce point-là. Mais ce n'est pas là-dessus que je voudrais vous poser ma question. Avant d'enseigner, j'ai eu une vie professionnelle. Et vous avez parlé du manager. J'espère que l'enseignement est aussi une vie professionnelle. Voilà, c'est exactement mon propos. Mais ce n'est pas sur la valeur du travail que je voudrais vous poser ma question. C'est revenir un petit peu sur l'engagement du manager. Et donc dans cette vie professionnelle autre, le plus beau, c'est de se donner. Et dans votre conférence remarquable, néanmoins, cette dimension-là, peut-être que je n'ai pas bien compris, manquait un petit peu. C'est-à-dire que le travail est social. Nous sommes des êtres sociaux, nous sommes faits pour les autres. Et le travail, il me semble que d'un point de vue, peut-être c'est excessif, mais d'un point de vue ontologique, est lié à notre sociabilité. Et je pense que peut-être vous auriez... Peut-être, c'est une suggestion, ajouter cela, parce que c'est vraiment une dimension qui me semble essentielle. Pour l'économiste, aujourd'hui, on pense tous dans l'entreprise à maximiser l'effort humain, à le rendre de plus en plus productif, mais on se rend compte que finalement, on a essayé plein de stratégies, plein de techniques de management, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si l'homme ne se donne pas aux autres, alors on n'a pas une organisation sociale efficace. Vous voyez, à la fois dans les fins et dans les moyens. Alors, évidemment, vous avez tout à fait raison. De toute façon, cette humble conférence ne prétend rien à une forme d'exhaustivité, nécessairement à cause du caractère contraint de son format. Il y aurait eu tellement d'autres choses à dire sur le sens du travail que je n'ai pas évoqué, et donc vous me donnez l'occasion de vous en demander humblement pardon. Peut-être j'aurais dû développer effectivement ce point. Je crois l'avoir évoqué de manière implicite en affirmant que derrière tout travail, il y a au fond la vie des hommes. Dans tout travail, ce qui est en jeu, c'est la vie des hommes, et non pas évidemment ma propre vie, en ce sens que nous vivons précisément dès le début de la cité dans un univers où le travail est réparti, où le travail est partagé, et où par conséquent je ne travaille pas immédiatement pour moi-même, je travaille pour les autres et de manière immédiate pour le bien des autres. Nous ne sommes pas tous, d'ailleurs ce ne serait pas une société humaine, nous ne sommes pas tous préoccupés dans ce monde de notre propre survie. Nous sommes, à travers même la préoccupation de notre propre survie, reliés aux autres, reliés aux besoins des autres, reliés à la survie des autres, à la vie des autres, à la qualité de la vie des autres. Et je crois que c'est ce que j'essayais de dire très humblement, peut-être je ne l'ai pas assez insisté sur le caractère social de ce point, mais qui me paraissait évidemment apparaître. Le bon manager peut-être est celui qui pourra faire réapparaître aux yeux de ceux avec lesquels il travaille le sens même de leur travail, à savoir que dans le travail que fait un homme, il y a toujours la vie d'autres hommes qui est présente comme un but, comme une fin à servir, comme un objectif qu'il s'agit d'accompagner. Encore une fois, si ça n'était pas le cas, ce travail disparaîtrait. Un travail qui ne sert plus à rien aux autres, un travail qui ne s'intègre plus dans cette sociabilité des hommes, ce travail-là n'existe plus, enfin il a déjà disparu, car c'est la raison sociale autant que la raison individuelle qui le fera disparaître. De ce point de vue-là, vous avez tout à fait raison, dans tout travail, il y a une relation. Et on pourrait dire que
en nous coupant de cette relation aux autres, en nous privant de la capacité de retrouver le sens de notre travail, un univers économique peut-être trop fragmenté ou qui a trop découpé le travail, a aussi conduit à cette forme de déshumanisation, pardonnez-moi, en ce sens qu'il a empêché les hommes de se donner, pour reprendre votre expression. Nous avons fait du travail, et c'est peut-être le tort ou l'excès d'une société qui a poussé la fragmentation du travail à son excès, nous avons fait du travail le prêt contre-intérêt par le travailleur de sa propre force de travail, indépendamment de toute signification compréhensible par lui. Et de fait, nous avons supprimé du travail la possibilité même de voir à quel point il pouvait servir la vie des autres, à quel point il pouvait donc être une occasion de se donner. Or, le propre de l'expérience humaine, et ceci j'en suis vraiment convaincu, et autant que ce que vous exprimiez, le propre de l'expérience humaine, c'est que le grand mystère de notre vie, c'est que nous ne la trouvons que quand nous la donnons. Gustave Thibon a cette formule merveilleuse qui, je crois, est dans le travail de l'éducateur, dans la profession enseignante, une inspiration de chaque instant. Gustave Thibon écrivait « Celui qui ne me donne rien, c'est celui qui ne me donne jamais l'occasion de me donner ». Et je crois que peut-être une société déshumanisante, c'est une société dans laquelle même le travail n'est plus une occasion de se donner, une société dans laquelle le travail ne devient plus que le fait de répondre à son propre impératif de survie, de louer sa force de travail pour pouvoir uniquement gagner de quoi vivre. Cette société-là ne nous accomplit pas dans notre désir de nous donner, et de ce point de vue-là, elle nous prive de la dimension fondamentale de l'accomplissement même de l'expérience humaine. Une question devant. Je me pose la question si la valeur travail ne serait pas une valeur inscrite dans notre culture judéo-chrétienne, et si cette valeur travail est vraiment une valeur dans d'autres types de cultures. Alors, je ne suis pas un spécialiste d'ethnologie ou d'histoire des idées ou d'anthropologie. Enfin, je saurais mal parler de la diversité des cultures. De fait, ce qui est certain, c'est que les hommes, partout où ils ont vécu, ont apprivoisé de manière différente la relation qu'ils avaient à leur propre travail. On ne travaille pas de la même façon partout, on n'a pas travaillé de la même façon dans tous les âges de l'humanité. Le travail a pu recouvrir des formes différentes, et la manière dont les hommes ont organisé cette dimension relationnelle du travail, la division du travail, a varié indéfiniment. Autant il y a de sociétés humaines, autant il y a de manières de se répartir le travail, de vivre le travail. En revanche, on peut dire une chose avec certitude, c'est que partout où il y a des hommes, les hommes ont travaillé. Le propre de l'expérience humaine, c'est qu'elle nous met face à la nécessité du travail, qu'on peut regarder comme une malédiction, mais qui est en tous les cas la condition même de notre vie. Il n'y a pas de vie humaine, il n'y a pas de survie humaine sans travail. Et cette survie humaine qui est toujours collective, elle ne se fait jamais sans travail. De ce point de vue-là, pour le coup, les archéologues, les anthropologues et les ethnologues reconnaissent la trace des hommes à la trace du travail des hommes. On sait que des hommes ont habité là quand on retrouve leurs outils. C'est à cela qu'on reconnaît que des hommes sont passés par ici. C'est même à cela parfois qu'on reconnaît, quand on trouve des parties ou des toutes petites parties de restes humains, qu'on reconnaît qu'il s'agit de restes humains parce qu'ils sont accompagnés d'un outil, c'est-à-dire d'un moyen de travailler qui fait que l'on reconnaît la trace d'un homme. De ce point de vue-là, donc, on ne peut pas dire que la valeur travail ou que la valeur du travail soit contingente. Elle ne l'est pas. Le travail a universellement pour les hommes une valeur, en ce sens que le travail est ce qui est la condition de toute valeur, ce qui est la condition même de la vie, de la survie, quelle que soit la manière dont on se le partage, quelle que soit la manière dont on l'apprivoise, quelle que soit la manière dont on le pense, dont on le décrit, dont on le nomme, dont on le vit, le travail est la source même de notre vie, en tous les cas la condition de notre survie. Et de ce point de vue-là, je ne crois pas qu'on puisse dire que le travail soit lié simplement à une civilisation ou à une culture parmi d'autres, même s'il recouvre effectivement peut-être une valeur particulière dans un héritage singulier. Vous avez fait référence à la Bible tout à l'heure, hein, et c'est vrai que la Bible commence dans un jardin et se termine dans une ville.
Elle commence dans le jardin d'Éden et se termine dans la Jérusalem céleste. Alors est-ce que justement, ça ne pose pas la question de ce travail qui a un sens, ce sens de transformer le monde tel qu'il nous a été confié, et ensuite de le transformer et de le faire d'une certaine manière disparaître, pour que tout ce qui est ancien devienne nouveau. Et que ce qui est nouveau, finalement, ce soit un principe d'organisation. Le travail a un sens dans le sens du bien commun, justement, dans le sens de ce principe d'organisation dans lequel, dans cette cité, eh bien, tout le monde va être capable de vivre autour de celui que le travail cherche d'une certaine manière à accueillir, auquel on cherche à donner une place. Voyez. Bon, pour nous les chrétiens c'est le Christ, mais ici je ne sais pas si on peut en parler. Donc voilà, est-ce que ce principe d'organisation, justement, a pour vocation, le travail a pour vocation d'organiser les choses au service d'un bien commun, voilà. Alors là encore, je ne suis pas anthropologue ni ethnologue, je ne suis pas théologien non plus, donc je ne me le passerai pas de ce point de vue-là. La Bible est une grande source d'inspiration pour la réflexion philosophique, et la philosophie et la théologie ont entre elles une continuité et une continuité féconde. Ce qu'on peut dire du point de vue de la philosophie, effectivement, c'est que le propre du travail, c'est qu'il naît du besoin de transformer le monde. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de ne pas se satisfaire de ce monde tel qu'il est, mais de l'ordonner, effectivement, de l'organiser pour pouvoir l'habiter, ce monde. Non pas simplement s'y abriter, non pas simplement y survivre, mais y vivre vraiment, et même bien y vivre, y construire une vie qui soit authentiquement humaine, ce qui passe effectivement, encore une fois, par la construction de la relation à l'autre et d'une relation qui soit la plus juste possible. Tout cela est une exigence humaine. Le propre, encore une fois, le propre de l'expérience humaine, c'est que le monde ne nous suffit pas. Le monde tel qu'il nous est donné, tel qu'il advient dans son état naturel, ne nous suffit pas. Et d'une certaine façon, le travail est aussi révolte contre le monde, une façon de se révolter contre la situation du monde pour l'améliorer, pour le transformer, pour l'ordonner, pour l'organiser. Et c'est dans la Genèse, avant la chute, le commandement que Dieu donne à l'homme. Soumets le monde, organise-le. C'est à l'homme qu'il revient de nommer les espèces vivantes qui sont sur la Terre, et à travers cet acte de nommer se trouve effectivement la relation de travail qui s'établit entre l'homme et le monde qu'il reçoit en héritage. Ce que dit aussi d'une manière très belle Carl Schmitt dans un ouvrage qui s'appelle La notion de politique, plus exactement dans l'addendum à la notion de politique qui s'appelle L'époque des neutralisations du monde. Schmitt parle de la technique humaine comme étant mue par un objectif, précisément, c'est votre expression qui m'y fait penser, rendre toute chose nouvelle. Un objectif, c'est tout ce qui est doit être transformé, tout ce qui est doit être amélioré, de toute chose est une res mutanda, toute chose est une chose qui doit être transformée, et c'est le propre du travail humain que de vouloir sans cesse améliorer le monde, que de ne jamais se résigner à l'état présent du monde, que de tenter de l'ordonner, de le faire progresser, de le faire tendre vers un idéal que nous portons en nous, et de faire tendre ce monde qui nous est donné vers cet idéal auquel nous aspirons. Et de ce point de vue-là, effectivement, on peut considérer que ce que vous exprimez à travers, ce qui nous est exprimé à travers la Bible, rejoint cette aspiration profonde du cœur humain, à la volonté précisément d'ordonner un monde qui soit peut-être du coup un monde qui corresponde plus à notre idéal, qui corresponde plus à cette exigence rationnelle que nous portons à l'intérieur de nos consciences, faire un monde qui soit vraiment humain, un monde qui soit d'une certaine façon à l'image de l'homme, et si peut-être l'homme est à l'image de Dieu, un monde qui soit peut-être du coup encore plus à l'image de Dieu. Paradoxalement, ce n'est pas la création dans son état naturel qui est le plus à l'image de Dieu, mais c'est à travers la médiation du travail de l'homme que le monde se trouve, en tous les cas si on devait transposer cette réflexion dans la perspective biblique que vous évoquiez, c'est à travers la médiation du travail de l'homme que se trouve restaurée, ou en tous les cas accomplie, l'image même de Dieu dans le monde, en tous les cas l'image de ce à quoi l'homme aspire, et qui s'effectue progressivement dans la matière même du monde. Merci encore infiniment pour votre attention. Après l'effort, le réconfort, et donc le travail va maintenant s'achever dans le loisir. Merci beaucoup. Merci encore. Alors, on vous remet quand même... Pour vous remercier humblement, on vous offre un petit souvenir provençal.
Alors oui, juste une petite précision. Pour suivre les prochaines conférences, vous êtes invités à liker la page Homemade sur Facebook. N'hésitez pas à nous faire remonter vos suggestions comme une conférence sur le loisir ou autre. Non mais ça nous intéresse parce qu'on veut servir. Voilà. Ensuite, donc vous êtes tous invités pour le petit apéritif et pour les parents qui ont leurs enfants qui sont à la garderie, merci de les récupérer. Merci à tous et je remercie aussi tous ceux qui nous ont aidés à organiser les conférences depuis le début de l'année.